Le magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici-et-maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, ici et maintenant.com pour nous écouter et nous voir via Internet. Aujourd'hui, exceptionnellement, le magazine Santé et Spiritualité animé par Yvan. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir dans nos locaux Jade Allègre. Jade, bonjour à toi, on se tutoie. Bonjour Yvan, oui. C'est venu naturellement. Alors Jade, tu es très connue, on va dire les choses comme elles sont, pour notamment ce livre « Survivre en ville quand tout s'arrête » et également pour ta pratique de l'argile. C'est bien ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis très monomaniaque. Donc voilà, ton dada, effectivement, c'est la survie dans les situations de voyage, les situations compliquées de survie, notamment en ville, donc. Et tu me le disais hors antenne, ce livre, c'est déjà la seconde édition d'ailleurs qui est disponible dans toutes les librairies, également sur Internet. C'est en quelque sorte un manuel anti-émeute. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a motivée à l'écrire, c'est que j'ai quand même fait pas mal de missions humanitaires et à un moment donné, quelqu'un m'a appelé, m'a dit « Tu devrais aller au Rwanda, regarde des enfants à la télé, ils sont tout seuls sur le bord de la route, tu devrais aller là-bas, il y a la diarrhée, pour la diarrhée, l'argile, ça marche. » Donc, et voilà, et puis 24 heures plus tard, je me retrouvais en tenue fluo avec une équipe de pompiers d'urgence et de médecins d'urgence. Et voilà, quand j'étais là-bas, les massacres étaient terminés, mais c'était pas mieux. C'est-à-dire qu'il y avait les réfugiés sur les routes. Et le problème, quand vous êtes réfugié, c'est que quand il n'y a plus de pouvoir central, la moitié de la population devient bandit. Ça veut dire que la nuit, vous essayez de vous réfugier dans des maisons abandonnées en étant 20, 30 pour vous défendre, mais ça sert à rien parce qu'il y a un gars qui a trouvé des grenades, il y a un gars qui a trouvé un flingue et il vient vous menacer la nuit parce qu'il sait que vous êtes parti avec des liquidités. Dans la rue en face de nous, j'ai vu des débuts d'émeutes et je me suis dit non, les émeutes, c'est trop atroce, quoi. C'est le pire de l'humain, entre guillemets. Et donc, je me suis dit, je vais faire un manuel anti-émeute, parce que si chacun sait se débrouiller pour avoir de l'eau potable quand il n'y a plus d'eau potable, se débrouiller pour manger quand il n'y a plus à manger, se débrouiller pour soigner quand il n'y a plus d'hôpitaux et plus de médecins, vous n'avez pas besoin d'égorger le voisin. C'est la base. Donc, c'est un manuel anti-émeute. Alors justement, ce manuel, il est divisé en 3 parties. Donc il est vraiment, c'est un petit livre qui dit l'essentiel. Donc les 3 parties: survivre, ensuite il y a prévoir, et enfin des fiches récapitulatives, peut-être pour y voir plus clair. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Et donc en fait, dans l'idée, c'est que du jour au lendemain, vous devez tout s'arrête. Pour des raisons X, climatiques, politiques, syndicalistes. Et donc, la première chose qui est prise dans les magasins, c'est l'eau. Donc, vous, quand vous allez vous réveiller, il n'y aura plus d'eau. Donc, et c'est la chose la plus importante. Manger, c'est pas grave, ça peut attendre, mais boire, c'est pénible d'attendre sans eau. Combien de temps est-ce qu'on peut tenir sans eau? Alors, j'ai marqué dans Survivre en ville, tu as montré la couverture ou pour une petite idée de tu peux le montrer à la caméra. Ah, alors, caméra, où es-tu? C'est l'autre caméra, c'est celle-là. Voilà. Ok. Voilà. Et donc l'idée, c'est du jour au lendemain, il n'y a plus d'eau dans les magasins et il vous reste que la Seine à boire, quoi. Comment vous allez faire? Parce qu'évidemment, comme vous n'avez pas prévu le coup, vous n'avez pas de pilule de chlore, vous n'avez pas de micro, je sais plus quoi, là, tu sais, vous n'avez pas de produits à mettre dans l'eau et il faut vous débrouiller. Donc le thème, c'est ça, c'est du jour au lendemain, il n'y a plus rien. D'ailleurs, en général, souvent, il n'y a plus d'électricité non plus. Et donc, on doit se débrouiller pour boire. J'ai traité 3 thèmes. J'ai traité boire, manger et se soigner. J'ai volontairement fait l'impasse sur utiliser un fusil. Malheureusement, dans
les situations d'urgence, il faut décider si vous allez tuer ou être tué, malheureusement, mais je n'ai pas traité ce sujet, j'ai traité l'élémentaire, c'est-à-dire boire, manger, se soigner. Alors justement, je reviens à ma question. Combien de temps est-ce qu'on peut tenir sans eau? Ah oui, alors je l'ai marqué dans le livre. Je regarde. En fait, ça dépend de la température. D'accord. Et puis, ça dépend de l'entraînement. C'est pour ça que c'est pas mal de s'entraîner à pas boire, contrairement à ce qu'on nous dit. On dit toujours, oh là là, 1 litre par jour, etc. Ceci dit, vous savez qu'on en revient de ça, du fameux litre par jour, qui était une véritable abomination. Vous savez qu'on peut tuer quelqu'un en le faisant boire trop, hein, parce que vous déconcentrez le sang. Je suis médecin, hein, c'est pour ça que je te dis ça en passant. Donc, combien de temps? J'ai marqué ça quelque part. Donc, selon la température, on peut tenir combien de temps? Alors, ça dépend de la température de l'air. Environ 3 jours à 30 degrés, 6 jours à 20 degrés, 15 jours à 15 degrés. Mais en fait, c'est surtout extrêmement désagréable quand on n'a pas l'habitude. La première fois, j'ai voulu faire un jeûne à l'eau pour l'expérience humaine, tu vois, pour voir comment ça se passait. Et je sais que le soir du premier jour, j'ai tiré mon lit jusqu'à la fenêtre parce que l'humidité de l'air me soulageait, tu vois. Donc, et pourtant, moi, d'habitude, je ne bois pas beaucoup, à part le Baileys. Alors ça, encore une fois, on n'a pas les mêmes corps, hein, donc c'est pas par rapport au Baileys que je dis ça. On n'a pas les mêmes corps, donc il y a des corps. Vous savez, tous les grands médecins et les grandes femmes médecins depuis l'Antiquité se sont aperçus qu'on a beau être tous des humains, il y a plusieurs sortes de corps, et donc il y a un corps avec lequel c'est beaucoup moins gênant d'avoir peu à boire, et un corps qui au contraire a intérêt à boire beaucoup. Donc déjà, il faut se connaître soi-même. D'accord, donc ça, il n'y a pas un moyen de le savoir sans le tester? Si, il y a moyen de le savoir, mais en regardant les typologies. Alors, il y a plusieurs, si vous voulez, il y a plusieurs donc, grands thérapeutes qui ont classé les corps. Déjà, Hippocrate a fait un classement des corps, les nerveux, les sanguins, les je sais pas quoi, les lymphatiques. Les homéopathes ont fait leur classification. Moi, personnellement, j'utilise les classifications mises au point par le docteur Ménétrier, le gars qui a lancé la médecine des oligo-éléments. Parce que je trouve que, enfin, moi, elle colle bien avec ce que j'observe. Donc, avec 2-3 questions, je sais si tu veux savoir. Je veux bien. Qu'est-ce que je vais te poser comme question là, en général? Par exemple, déjà, est-ce que tu aimes les légumes? J'aime bien. Ah, tu vas peut-être devoir boire beaucoup. Effectivement, je bois beaucoup d'eau. Tu vois? Ouais. Oui, mais il ne faut pas boire parce qu'on t'a dit de boire. Il faut boire quand ton corps te le dit. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on est petit, on dit à ses parents, oh, maman, je veux boire. Mais tu as bu il y a 5 minutes. Donc, on décourage les enfants de boire. Donc, il se peut que ton instinct soit faussé. Mais tu vois, avec une seule question, tu vois, j'ai même pas besoin de 3. Jackpot. Moi, je déteste les légumes. Faut pas le dire. Et donc, moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin de très, très peu boire. C'est très pratique. La première fois que je suis allée dans le désert, on m'a dit, alors là, impérativement, au moins 2 litres par jour. Alors, j'ai acheté une deuxième gourde d'1 litre. Et puis, en fait, j'utilisais même pas la moitié de la première. Tu vois, donc, c'est pratique. En conditions de survie, c'est vrai que c'est assez pratique. Hein. Alors, justement, demain, je sors de chez moi, c'est le chaos, j'ai plus d'eau. Comment je fais ? Alors, écoute, comment te dire? Oui, déjà, il y a un truc qu'on oublie, c'est que dans tes toilettes, tu as, je ne sais pas combien de litres d'eau. Hein. Il y a un réservoir, effectivement. Voilà, et c'est la même eau. Alors, si tu veux, au début, je me suis interrogée sur le métal, parce qu'il y a des tuyaux métalliques dans le réservoir. Mais en fait, par bonheur, on a le calcaire. Et du coup, le calcaire gaine les tuyaux, et du coup, il n'y a pas trop de dépôts métalliques dans cette eau. Oui, parce que ça aussi, c'est une part du problème, à savoir survivre, d'accord, mais dans quel état? Oui, voilà. Non, moi, mon idée, c'est de survivre en pleine forme. Hein. Okay. Alors après, le réservoir des toilettes, tu as le réservoir d'eau chaude, même intérêt, c'est-à-dire que les conduites métalliques étant gainées par le calcaire, tu peux utiliser cette eau-là. Alors c'est vrai qu'il faudrait vérifier avant la situation de pénurie comment sortir l'eau de ton réservoir, ça peut servir. Pour les toilettes, c'est plus facile. Mais évidemment, bien sûr, il ne faut pas que vous fassiez partie de ces gens obsessionnels des microbes qui mettent des produits dans leur réservoir. Là, évidemment, du coup, ça devient imbuvable. Et est-ce qu'il y a moyen de faire peut-être des filtres naturels ? Oui, ça c'est plus complexe. En fait, si vous voulez en urgence, si vous voulez être prêt à tout, il faut vraiment avoir de l'argile chez vous. Parce que moi, j'ai fait donc des années de mission dans des coins impossibles où à chaque fois l'eau était réputée non potable. Et je l'ai toujours potabilisée seulement et uniquement avec l'argile. Et il n'y a pas moyen de tomber malade. On peut essayer, mais...
D'accord, donc oui, on en parle hors antenne, mais tu as pas mal d'expérience justement en milieu hostile, insalubre. Tout à fait. Et tu es en pleine forme, je peux le confirmer, tout se passe très bien, donc voilà, c'est possible. C'est gentil. Oui, non, mais c'est vrai, moi j'adore, c'est bête à dire, mais j'aime bien quand il n'y a rien, tu vois, on retrouve les fondamentaux quand il n'y a rien, donc... voilà, moi je potabilise l'eau comme ça. Je suis jamais tombée dans des situations où tu n'as que de la boue à boire. Donc là, il faut utiliser 1 ou 2 gags. Mais bon, comme je te le disais, Yvan, en fait, la vie, c'est les trucs. Avec des trucs, tu peux tout faire. Alors moi, j'ai toujours collectionné les trucs qui sont tout simples et qui peuvent rapporter gros parce que c'est comme ça, quoi. Il y a des trucs pour, comme je te le disais hors antenne, il y a des trucs, par exemple, moi j'ai eu la chance quand j'ai voulu aller me promener sur l'Everest, alors pas l'Everest alpiniste, uniquement les contreforts de l'Everest, donc qui sont de la petite montagne à vaches. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a donné un truc pour pouvoir justement marcher comme si on était en plat alors que ça monte ou que ça descend. Donc il y a des trucs pour tout. Le tout, c'est de vous renseigner, de trouver les trucs, de les tester et de voir s'ils marchent. Et justement, ces trucs, lors de tes voyages, tu m'as dit avoir rencontré des tribus entre guillemets primitives, par exemple. Est-ce que tu as retrouvé ces trucs-là ? Enfin, je suppose que tu en as appris du coup avec eux. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, l'humain, si vous voulez, il a un instinct. Alors, on l'a beaucoup oublié, mais en fait, il a un instinct. C'est pareil, il y a quelques trucs pour le retrouver. Est-ce que tu peux nous en donner au moins un ? Déjà, apprendre à jeûner. Une fois que vous avez jeûné, vous allez réveiller des tas d'instincts en vous. Pour votre bien ou pour votre mal, je ne sais pas, mais vous allez réveiller les instincts en vous. Et c'est très, très précieux. Par exemple, on ne sait pas la nourriture, on ne connaît pas la relation à la nourriture tant qu'on n'a pas fait de jeûne, parce que du coup, votre corps se recale, si vous voulez, comment vous dire. Il se recale dans ses rails où il n'aurait jamais dû quitter. Combien de temps un jeûne pour se recaler ? L'idéal, c'est d'arriver quand même jusqu'à 3 jours. Mais 3 jours sont suffisants. Hein. Alors moi, quand je vois des gens interviewés disant « Oh là là, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé », je trouve ça ridicule parce que 3 jours sans manger, c'est vraiment rien. Bon, alors maintenant, si vous voulez, il y a c'est comme si vous allez faire un sprint. Il faut faire un peu d'entraînement avant. C'est-à-dire que si vous voulez faire ces 3 jours bien, que vous n'en avez jamais fait de votre vie, il faut bouquiner beaucoup sur le jeûne, il faut lire tout ce que vous trouvez, il faut regarder YouTube et tout. Et puis, si vous voulez démarrer pour 3 jours à l'eau, même 3 jours à l'eau, il faut faire une descente alimentaire progressive. C'est-à-dire que, par exemple, le premier jour, vous enlevez tout ce qui est animal dans votre alimentation. Alors attention, ce qui est animal, c'est aussi le fromage et les œufs, hein. C'est pas que la viande et le poisson. Et puis, le deuxième jour, vous pouvez enlever tout ce qui est féculent. Par exemple, les céréales, les pommes de terre, tout ce qui est féculent. Donc, il vous reste que les fruits et les légumes. Et puis, le troisième jour, par exemple, vous pouvez décider de passer au jus. Après ça, fruits et légumes, mais en jus. Enfin, le 4e jour, du coup. Et voilà, après, parce qu'en fait, c'est une raison très simple. C'est que si vous avez... quel âge vous avez ? 28. Depuis peu. Et ben voilà. Donc, vous avez 28 ans et 9 mois d'intoxication. Donc, évidemment, si vous commencez à jeûner, il va y avoir un embouteillage. C'est-à-dire que toutes les saloperies vont se diriger vers la sortie en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de descendre dans le jeûne progressivement. Après, une fois que votre corps a été nettoyé une première fois, là, vous avez refait votre crédit et là, vous pouvez... Maintenant, ça fait très longtemps que quand je jeûne, je ne fais aucune préparation. Je pars direct en jeûne. C'est-à-dire, par exemple, je m'aperçois que rien ne me tente à manger, ou je m'aperçois que j'ai un petit bobo à droite ou à gauche, et hop, je pars en jeûne immédiatement parce que mon corps, il connaît la musique, et puis il a dégagé le plus gros. Hein, donc, voilà. Mais la première fois, vraiment, lisez. Moi, je conseille beaucoup aux gens, d'ailleurs, pour la première fois, d'aller dans une maison de jeûne. C'est ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait ou pas. Oui, je crois que c'est ce que j'avais fait la première fois. C'est-à-dire que vous faites, évidemment, moins vous mangez, plus c'est cher dans les maisons de jeûne. Alors, ce que je recommande souvent aux gens, c'est que vous faites votre descente chez vous, vous faites vos 3 jours de descente alimentaire, et vous prenez rendez-vous à la maison de jeûne pour le premier jour à l'eau. Comme ça, vous êtes surveillé par des pros. Parce que, vous voyez, il y a des signes. Le premier jeûne, par exemple, vous allez avoir le cœur qui se met à battre très vite. Donc, vous avez peur. Et en fait, c'est très simple. C'est parce qu'il bat plus vite pour justement faire circuler les déchets plus vite, pour s'en débarrasser plus vite. Mais donc, c'est bien pour un premier jeûne d'être cadré par des pros quand même.
Oui, justement, c'est ce que je te disais en antenne, mon exemple personnel où j'avais jeûné involontairement pendant une journée et j'étais complètement à la ramasse. C'était la panique totale. Ouais. Mais on peut aussi faire des monodiètes pour s'entraîner. Donc ça, si vous voulez, tout ça, j'enseigne. J'enseigne ça dans des stages. Là, il y a le prochain stage à Paris sur les techniques de survie, donc le jeûne et tout ça. C'est le samedi 25 juin. De toute façon, on va le rappeler au cours de... Et donc, j'enseigne ça en groupe et j'enseigne ça en individuel. C'est-à-dire si, par exemple, tout d'un coup, tu trouves un boulot génial en Australie, on peut passer 1 heure ensemble et que je te donne les basiques, tu vois. Les basiques sur boire, manger, se soigner. Alors justement, on a fait boire, manger. Alors manger, la première chose pour manger, c'est arrêter de manger. Une fois que tu as arrêté de manger, moi ce que j'enseigne aux gens, c'est comment en fait avoir un équilibre alimentaire avec 3 fois rien. Par exemple, tu vas regarder dans tes placards, il te reste un paquet de nouilles. Alors le paquet de nouilles, il va bien te nourrir. Seulement, pour que ton corps soit content, il faut toujours complémenter les céréales. Hein. Donc comme les nouilles qui sont faites en blé ou en riz, etc. Il faut les complémenter avec les pois chiches, etc. Donc tu vas chercher dans ton placard, derrière le paquet de nouilles, tu vas trouver une boîte de haricots. Et là, tu auras un équilibre alimentaire parfait. Donc, il y a des règles de base à connaître. Et cet équilibre, en fait, il est pourquoi ? C'est pour avoir un apport en acides aminés complet ? Oui, c'est-à-dire que, voilà, je vais t'expliquer. En fait, chaque espèce vivante, par exemple la salade, par exemple toi, vous avez un schéma de protéines idéal. Les protéines sont constituées de pièces détachées qui s'appellent des acides aminés. Et donc, chaque espèce vivante a un schéma particulier d'acides aminés. Par exemple, elle a besoin de beaucoup de tel acide aminé, de beaucoup moins de tel autre acide aminé. Et justement, pour le corps humain, l'idéal, c'est les céréales, par exemple, qui sont, je crois, riches en lysine, mais qui n'ont pas de méthionine. Et les légumineuses ont de la méthionine et pas de lysine. Donc, en fait, tous les peuples, c'est marrant, tous les peuples sur la planète ont découvert cet équilibre spontanément. Par exemple, les Chinois, quand ils vont manger du riz, ils vont manger du soja germé. Les Indiens, quand ils vont manger des lentilles, eh bien, comme par hasard, ils vont manger du pain. Mais il faut le faire au même repas. Parce qu'en fait, les acides aminés qu'on n'a pas utilisés, ils ne se stockent pas. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir être éliminés par les reins. Ils vont vous fatiguer les reins et vous allez rester en carence. Donc, c'est vraiment Moi, j'ai pris un exemple là-dedans. Je vais te citer parce que c'est quand même un exemple qui est super parlant. Donc, quand j'explique un petit peu l'équilibre alimentaire avec peu de choses, j'ai pris l'exemple de voilà. Tu as décidé, donc tu as trouvé dans ton armoire du riz et des haricots, d'accord ? Ok. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si tu les manges en même temps, ça va te faire... Alors donc, en prenant une quantité de... Alors là, je ne sais plus où j'ai mis la quantité. Oui, c'est ça. Tu prends 1,5 tasse de haricots et 4 tasses de riz, par exemple. Si tu les manges en même temps, ça va te faire l'équivalent de plus de 500 grammes de steak. Alors que si tu les manges, par exemple, un à midi et l'autre le soir, ça te fera l'équivalent que de 375 grammes de steak. Donc, tu vois, presque du simple au double. Est-ce que ça veut dire que la viande contient cet équilibre d'acides aminés ? Ben oui, parce que si tu veux, en fait, voilà, c'est logique. Plus tu manges quelque chose qui te ressemble, plus tu as des chances d'avoir le même schéma d'acides aminés. C'est-à-dire que tu as moins de chances avec une salade, tu comprends ? Tu ressembles moins à la salade qu'au bœuf. Malgré tout, tu ressembles beaucoup plus au bœuf. Je suis désolée. Donc c'est pour ça que tu vas trouver que je pousse le raisonnement un peu loin, mais c'est sûrement une des raisons du succès de l'anthropophagie partout dans le monde. Si tu manges ton voisin, tu as des chances d'avoir le bon schéma. Donc voilà, vous savez situation de crise. Oui, mais sur tous les continents. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, tous les peuples n'étaient pas anthropophages. C'est-à-dire que, par exemple, en Indonésie, là où je passe beaucoup de temps, j'ai un petit frère d'adoption qui est d'un groupe anthropophage. Il est Dayak. Mais les autres groupes de cet endroit-là ne mangeaient pas les gens. Bon, mais c'est pas ancien, parce que lui, c'est son grand-père qui en mangeait encore. Donc c'est très récent. Et finalement, c'est très logique. Bon, non, c'est pas pour ça. Je vous conseille pas de manger les humains. D'abord, je vais vous dire une chose, ils sont beaucoup trop pollués. Ah oui, parce que ça compte aussi. De nos jours, non, c'est accessoire. Mais tant qu'à faire, autant ne pas vous intoxiquer. Donc voilà,
problème, enfin pénurie d'aliments, donc alors il y a d'autres solutions, il y a d'autres solutions aussi, mais disons qu'on va rester sobre parce qu'on s'adresse à un public large, donc non, il y a d'autres solutions d'urgence que je vous enseignerai dans le creux de l'oreille et qui permettent, moi j'ai actuellement une solution qui permet de passer 40 jours en pleine forme sans avoir quasiment quoi que ce soit à manger. Donc c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est des trucs, il faut connaître les trucs. Hein. Ouais. Donc oui, la question que je t'avais posée, c'était que ce sont ces tribus entre guillemets primitives qui t'avaient entre autres enseigné ces astuces-là. Non, de nos jours, on a beaucoup dans les livres quand même. Moi, je veux dire, ce truc-là, moi, j'ai fait médecine, hein, je veux dire, je suis médecin et donc, bon, on t'apprend les bases de la nutrition. Mais je pense qu'il faut toujours regarder les peuples traditionnels. Parce que des fois, il y a des... Par exemple, je vous prends un exemple. La pomme de terre, contrairement à ce qu'on pense, est un très très bon aliment. Alors tu vois, quand on leur ressemble pas beaucoup pourtant. Ça dépend qui. Ah oui, voilà, ça dépend qui, tout à fait. J'osais pas le dire. Et donc, eh bien, en fait, curieusement, je ne sais pas pourquoi, la pomme de terre a un schéma d'acides aminés qui est pas mal du tout pour nous. Seulement, il y a un gros manque d'éléments soufrés, d'éléments à base de soufre pour nous. Eh bien, je suis allée au Pérou, donc rencontrer les gens qui sont à l'origine de la pomme de terre. Et les gens qui sont très pauvres ne mangent que des pommes de terre. Et donc, moi, je me suis dit, mais c'est impossible. Ils ne peuvent pas manger que des pommes de terre parce que c'est un peuple traditionnel. Donc, ils savent instinctivement qu'il manque du soufre. Donc, ils ont dû manger un élément soufré. Donc, je dis à ces gens, mais qu'avez-vous en même temps, ce que je disais tout à l'heure, il faut le prendre en même temps, qu'avez-vous en même temps dans l'assiette? Et les gens me disent, on n'a rien, on n'a que les pommes de terre. Et moi, qui viens de nulle part, je me permets de leur dire, vous vous trompez. Il y a autre chose dans votre assiette. Parce que je sais, les peuples ont l'instinct. Eh bien, j'ai découvert ce qu'ils avaient dans l'assiette. Tu le croiras jamais. Alors, ils avaient leurs pommes de terre, alors ils épluchaient la pomme de terre, ils ne mangent pas la peau. Hein. Ils épluchaient la pomme de terre et puis ils trempaient dans une sorte de sauce qu'il y avait sur le bord de l'assiette. Cette sauce, c'était de l'argile. Mais une argile volcanique extrêmement riche en soufre. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Et voyez, en Afrique, par exemple, j'ai vu des vieux dans des villages pauvres. Dans des villages pauvres en Afrique, comme en Afrique, si vous voulez, le maître mot, c'est quand même la solidarité. Donc, dans les villages pauvres, en fait, les personnes âgées disent mais écoutez, ne nous nourrissez pas. Nous, on a déjà vécu. Gardez la nourriture pour les jeunes. Résultat, ils sont ballonnés, ils sont faibles. Alors, moi, je leur ai dit non, faites pas comme ça. Au lieu de leur donner le peu de riz que vous allez leur donner, donnez-leur la moitié de ce riz seulement, mais mettez avec quelques pois chiches ou quelques haricots. Et là, vous aurez vos vieux en pleine forme. Vous voyez, c'est pas... La qualité est aussi essentielle que la quantité. Voilà. Oui, puisqu'on a tendance à avoir cette idée en tête de manger absolument, enfin, des quantités invraisemblables. Oui, tout à fait. Alors qu'au final, c'est invraisemblable. On dit toujours qu'on mange une fois pour soi et 3 fois pour son médecin, je crois. Alors, c'est pas gentil pour les collègues ce que je dis là. Oui. D'ailleurs, justement, est-ce que tu as eu peut-être des retours ou des critiques de la part de la médecine officielle ? C'est-à-dire que, si tu veux, un des soucis de la médecine officielle, c'est que lorsque tu es étudiant en médecine, tu te procures des livres. Et en fait, moi, sur le moment, j'ai pas prêté attention. Et puis après, j'ai réalisé qu'en fait, les livres que tu achètes, tu vas les payer 50 €, 60 €, alors qu'en fait, ils en valent 120, 150. Parce que dedans, il y a des photos de radio, par exemple, il y a des illustrations en couleur. Et pourquoi ils sont si peu chers ? C'est parce qu'ils sont financés par l'industrie. Donc, étant financés par l'industrie, ça veut dire que, dès le départ, l'information que tu reçois est orientée. Ça ne peut pas être autrement. Et je vous dis, moi-même, pourtant, j'ai fait médecine quand j'étais beaucoup plus âgée, parce que j'ai commencé à 35 ans. Et bien, même moi, à 35 ans, je n'ai pas réalisé tout de suite que ces livres devraient être beaucoup plus chers que ça. Donc, ce que j'ai découvert, moi, quand j'ai fait médecine, c'est que les médecins étaient extrêmement bien intentionnés, extrêmement consciencieux. La seule chose, c'est qu'ils sont un petit peu naïfs par rapport à leurs sources d'information, malheureusement. Mais bon, ça évolue quand même. Il y a des gens qui commencent à s'ouvrir un petit peu, à élargir leurs sources, par exemple. On a fait boire, manger, se soigner. Alors juste avant peut-être d'aborder ce point-là et d'autres choses, je te propose qu'on fasse le premier espace promotionnel. Bonne idée. Comme ça sera fait.
Avec nous aujourd'hui Jade Allègre. Alors vous pouvez retrouver Jade sur son site internet Jade, J-A-D-E, le tiré du 6, donc le petit tiré Allègre, A-2-L-E-G-R-E.com, jade-allègre.com. Dans l'actualité, vous avez deux ateliers qui vont avoir lieu. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Vous pouvez venir à l'un et pas à l'autre, et ils ont lieu l'après-midi. Alors, le premier, le samedi 25 juin, de 14h à 18h, il concerne les techniques de survie, donc boire, manger, se soigner en autonomie, dans des situations d'urgence, dans les voyages, etc. C'est bien ça ? Tout à fait. Et le deuxième a lieu le dimanche 26 juin toujours de 14h à 18h, et il concerne cette fois-ci l'argile, tout type d'argile, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Il y a également, tu me l'as dit hors antenne, une dégustation d'argile qui aura lieu. Tout à fait. C'est-à-dire que j'essaie de vous trouver un maximum de choix. Alors pour les aventuriers, il peut même y avoir l'argile des termitières, parce que les termites construisent leur habitacle en argile. Et puis sinon, les argiles que vous allez pouvoir acheter dans vos pharmacies, dans vos magasins diététiques. Parce qu'en fait... plutôt que d'essayer de vous y connaître en espèces argileuses, ce qui est très complexe pour vous dire que même les spécialistes, ils passent une vie entière dans les argiles. C'est très complexe, les argiles. Et donc, plutôt que ça, moi, ce que je vous encourage, c'est écouter votre corps. Écoutez votre corps, et comme ça, si vous goûtez 3 ou 4 argiles, vous allez voir qu'il y en a une que vous allez préférer. Et ça, c'est mieux. Laissez redevenir un petit peu animal. On va y revenir après. Ouais. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, tu offres également la possibilité aux gens de te contacter pour des cours particuliers, par exemple d'1 heure, des entretiens, si jamais ils doivent faire un voyage et qu'ils ont besoin de techniques ou de se préparer. Tout d'un coup, tu apprends que ta boîte t'envoie en Afrique, tu viens me voir et moi, en 1 heure, je te branche. Et tu as également donc ce livre de disponible, je le répète, Survivre en ville quand tout s'arrête. Ouais, alors attends, c'est la bonne caméra, c'est pas la bonne, c'est... Voilà, c'est là. Voilà. Survivre en ville quand tout s'arrête. Alors ça, c'est un petit bouquin qui coûte que 10 €, mais qui peut vous sauver la vie. Donc il faut le garder dans votre armoire à pharmacie. Est-ce qu'il y a d'autres livres peut-être de disponibles ou en préparation ? Oui, alors des livres en préparation, oui, ça manque pas. Je vais en faire un sur les enfants parce que n'oubliez pas qu'un enfant qui est mal géré physiquement, c'est un enfant qui devient triste ou anxieux ou nerveux. Et donc je vais un petit peu donner aux gens des pistes pour faire un enfant joyeux et équilibré. On va y revenir aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure, oui. C'est très intéressant. Voilà, fin de ce premier espace promotionnel. Alors, donc, on parlait de boire, manger et donc se soigner. Oui, se soigner, c'est-à-dire que, imaginez-vous bien, quand il y a des situations d'urgence, les hôpitaux vont être fermés ou débordés. Les pauvres médecins de garde ou pas de garde qui sont venus pour essayer de vous sauver ne vont pas s'en sortir. Donc, c'est bien d'avoir déjà quelques règles de base pour se débrouiller. Oui. En plus, par exemple, si vous voulez, moi, je prenais comme principe, quand je faisais des missions humanitaires, de manger, boire et dormir avec les gens. Donc, ça veut dire que si je suis au Guatemala, chez les Indiens Quiché, ça veut dire que je dors dans les collines et ça veut dire qu'il y a au moins 2 heures à pied pour aller retrouver n'importe quel poste de santé, sans compter les coyotes, etc. Donc, si vous aimez votre liberté, il faut savoir être autonome, quoi. Paraît au plus pressé, quoi. Et justement, donc ça c'est pour la survie. Dans le bouquin, donc il y a une partie prévision, et tu me disais que finalement tu l'as rajouté après coup, mais que l'essentiel en fait était dans la survie et que prévoir c'était pas forcément nécessaire, c'est ça ? Non, enfin ma thèse de départ c'est du jour au lendemain, vous n'avez rien prévu, donc vous n'avez pas d'eau en stock chez vous, vous n'avez pas de pile de chlore pour la nettoyer, vous n'avez pas un placard énorme, parce qu'en ville, on a des logements petits, donc on ne stocke pas beaucoup. Donc, et en plus, si vous voulez trouver, il y a évidemment les parcs publics, si vous connaissez un petit peu les plantes. Par exemple, il y a des arbres dont on peut manger les feuilles crues,
Par exemple, le bouleau, au printemps, vous pouvez manger les feuilles, le tilleul aussi. Le bouleau, je ne sais plus, vérifier s'il faut le cuire ou pas, mais en tout cas, le tilleul, c'est certain, vous pouvez manger les feuilles crues, et c'est délicieux. Donc c'est vrai qu'il faut connaître. Bon, alors dans mon petit livre, c'est vrai que j'ai mis les trucs qu'on ne peut pas confondre. Par exemple, le trèfle. Le trèfle, on a au moins 36 espèces de trèfle en Europe et elles sont toutes comestibles. Donc un trèfle, tout le monde sait reconnaître, tu vois. Les feuilles de fraisier, c'est hyper riche. Je crois que ça, je ne sais plus quoi, 5 fois plus de vitamine C qu'une orange, les feuilles de fraisier. Donc, faut regarder autour de soi, quoi. Faut apprendre à... L'idéal, il y a un petit livre, je ne voulais pas amener, c'est dommage, il y a un petit livre que je trouve merveilleux, c'est, je crois, Survival ou Survive, tout simplement, je crois qu'il s'appelle. C'est des commandos anglais qui ont fait ce petit livre. Et ils vous disent, ce qui est intéressant, c'est en fonction du climat où vous habitez, bon, par exemple, si vous êtes en climat tropical, en climat tempéré, repérez quelques plantes banales que vous pouvez manger en situation d'urgence. Mais c'est sûr que ce n'est pas gagné parce que au moment des camps de concentration, il y a des prisonniers qui se sont mis à manger toutes les herbes qu'il y avait autour des bâtiments. Et le problème, c'est qu'ils ont eu des gros troubles digestifs parce qu'ils n'avaient pas du tout habitué leur corps. Donc, c'est pas mal de repérer quelques plantes très communes et si possible qui poussent en toute saison. Parce que vous ne savez pas si la pénurie va être en plein décembre. Ça ne sera pas nécessairement juste dans l'été quand vous avez toutes les plantes. Tous les fruits. Mais moi, par exemple, si je sortais de l'hôpital, sur les pelouses négligées de l'hôpital, je mangeais des petites plantes en partant à mon métro. Hein. Je veux dire, on peut s'habituer progressivement. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as déjà fait le test, par exemple sur Paris, de passer une semaine en mode survie ? En fait, moi, tu sais, je ne me casserai pas la tête parce que moi, pour une semaine, je jaune. Hein. Je n'ai pas besoin de m'embêter. C'est vrai, donc je ne vais pas me casser la tête. Non, c'est pour les autres que je vais aller rechercher les plantes, tu vois, mais pour moi, ce n'est pas la peine. Ça t'a pris combien de temps justement à acquérir cette capacité et ces connaissances ? Enfin, tu t'intéresses à ça depuis longtemps, non ? Toute une vie, on va dire. Hein. Moi, j'ai commencé dans ma famille. Mais non, toute une vie. Et c'est comme ça, petit à petit, vous récoltez un truc, puis vous récoltez un autre. Et surtout, testez tout. D'abord, testez-le avant d'être en situation d'urgence, parce que comme ça, vous saurez quoi en penser. Attendez pas d'avoir le couteau sur la gorge, si on peut dire. Et tu me parlais d'une expérience qui avait été faite avec des enfants d'un orphelinat. Oui. Est-ce que tu pourrais l'évoquer ? Ah oui, c'est extrêmement intéressant. Parce que vous savez, on pense toujours, comme je disais tout à l'heure, que l'être humain n'a plus d'instinct, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et donc là, c'est une expérience qui a été faite en Europe, je ne sais plus dans quel pays, mais j'ai gardé le document, donc pour ceux intéressés, je peux vous le communiquer. Et donc, c'est une étude qui a été faite sur des enfants d'orphelinat. Ils ont fait une expérience, comme ça se fait malheureusement souvent avec les enfants d'orphelinat, mais enfin, là, c'est une expérience positive, heureusement. Ils ont voulu voir si les enfants avaient de l'instinct. Donc, ils ont mis à disposition de ces enfants toutes sortes d'aliments en libre service total. Et ils avaient même, parmi les aliments, ils avaient même mis du foie de morue. Et vous savez que nos grands-mères disaient que c'était très mauvais, mais en fait, c'est très bon, le foie de morue, il faut essayer, c'est exquis. Eh bien, ils ont laissé ces enfants libres de choisir leurs aliments. Eh bien, figurez-vous que les radiologues de la ville reconnaissaient toujours les enfants de l'orphelinat grâce à la qualité excellente de leur ossature. Donc, ils ont prouvé que l'instinct, même chez un enfant, d'ailleurs plus facilement chez un enfant que chez un adulte, est encore bien vivant. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'actuellement, avec toute la somme d'informations auxquelles on a accès, il devient de plus en plus compliqué, ou du moins on a tendance à complexifier l'alimentation, parce qu'il y a tout type de régimes, il y a les régimes paléo, etc. Enfin, c'est le régime cru, on peut également en parler. Oui, tout à fait. Alors, il y a un truc qui est bon à savoir, c'est que le moins conditionné chez nous, c'est l'odorat. Donc en fait, il y a déjà une règle qui est il faudrait fermer les yeux et renifler les aliments. Mais pour ça, malheureusement, notre odorat ne marche que sur des aliments crus, parce que quand on était paléo, et donc ça, c'est une règle. Et c'est comme ça. Justement, je t'interromps juste quelques instants. Ça me fait penser à, j'ai lu hier un article sur un enfant qui avait été retrouvé en France je crois que c'était les années 1800 et quelques. Oui, c'est passionnant. Ouais. C'est Victor de l'Aveyron. C'est ça. Et en fait, à chaque fois qu'on lui présente, une fois que donc c'était un enfant qui avait été élevé seul, il s'est élevé seul dans la forêt, il avait été abandonné. Tout à fait. Et quand on l'a retrouvé, chaque aliment qu'on lui présentait,
Avant, il le reniflait, il le sentait. Tu vois, il faut lire ce document, je vous en supplie, lisez ce document. Il y a le compte-rendu de son précepteur, parce qu'ils l'ont capturé, ce pauvre enfant, parce qu'il n'avait aucune envie de se faire capturer. Ils l'ont attrapé et ils l'ont donné à un précepteur, comme ça qu'on dit, non ? Un tuteur. Percepteur, c'est autre chose. Pardon, on a compris l'idée. Et donc, il faut lire ce document, mais c'est passionnant. Par exemple, le précepteur dit c'est terrible parce que quand je l'emmène en promenade, au lieu de marcher tranquillement à mes côtés, il trotte tout autour. Donc vous voyez, en effet, l'allure normale, c'est le trot en fait. La marche, c'est vraiment une attitude qu'on va s'arrêter, mais l'attitude normale. Par exemple, moi, quand je travaillais avec des sages-femmes traditionnelles au Guatemala, quand elles se déplaçaient pour aller voir les dames en état de grossesse pour les préparer, elles trottaient. Quand j'ai employé des Sherpas sur l'Everest pour porter les bagages, les Sherpas, ils trottent. L'allure normale, c'est le trot. Donc on apprend énormément avec ce document et vous allez tomber sur des tas de perles, en particulier que son précepteur trouvait qu'il était anormal et qu'il était diabolique parce qu'il ne souffrait pas du froid et du chaud. Par exemple, en plein hiver, il était tout nu dehors et par exemple, mais j'ai moi-même de la peine à le croire, mais je l'ai vu dans le document, paraît-il que quand on faisait justement bouillir des pommes de terre, il les prenait à la main sans se brûler. Tout à fait. Oui, tu as vu, c'est incroyable. Impressionnant. Et un autre truc, moi, que je cite souvent, c'est que il ne se reconnaissait pas dans un miroir. Donc quand on dit que c'est le propre de l'homme, je crois qu'on est loin du compte. Oui, c'est vrai, il se reconnaissait pas et donc ça l'avait étonné quelques instants et puis en fait ensuite il s'était détourné de ça et il était passé à autre chose. Parce qu'on a tendance à avoir cette image des animaux qui restent figés devant leur image et qui tentent de comprendre, mais lui pas du tout. Je ne l'intéressais pas plus que ça. Oui, c'est très très intéressant. Ah mais c'est passionnant, il faut lire ce document parce que là vous voyez un petit peu ce que c'est que l'homme à l'état de nature quelque part. Il y a un passage moi, que je n'ai pas supporté, c'est qu'à un moment donné, son précepteur veut voir s'il a le sens moral. Donc, il le punit sans raison. Et là, c'est déchirant, quoi. C'est déchirant. C'est déchirant. Moi, je supporte mal cette scène, mais c'était pour le bien de la science. Alors justement, puisqu'on parle de cet enfant, on peut parler de ce bouquin que tu évoquais concernant justement les enfants, c'est ça ? Oui, que je suis en train d'écrire. Voilà. Ah oui, mais là c'est dramatique parce que si je vous en parle, comme il n'est pas prêt, vous allez être très frustrés. Parce que le titre, qui est une réalité, c'est « Comment faire un enfant magnifique ?» très intelligent, paisible et en parfaite santé. Donc vous voyez, c'est assez ambitieux, mais je l'ai réalisé, c'est-à-dire que j'ai fait un enfant comme ça, et ce n'est pas le hasard, c'est-à-dire que j'ai pu faire un enfant comme ça. À titre indicatif, ma fille a un quotient intellectuel de 154, ce qui est quand même extrêmement rare, parce que j'ai utilisé un certain nombre de trucs, c'est-à-dire d'informations cruciales. Exemple. Ah, j'étais sûre. Donc je vous en donne une, qui est tout à fait cruciale. Quand votre enfant naît, si vous êtes dans un service hospitalier, vous avez des puéricultrices qui vont venir uniquement pour le recueillir, pour le laver, pour faire les premières mesures, pour voir si c'est pas bouché le tuyau, et qui vont le tripoter dans tous les sens et qui après ça vont repartir dans leur service. Les filles, elles sont pressées parce qu'elles ont tous les enfants de leur service dont elles doivent s'occuper. Et le médecin, il est pressé parce que lui, il a aussi d'autres patients à voir, ce qui fait qu'à peine le bébé sorti, on va se précipiter sur le cordon pour le couper. Il ne faut absolument pas faire ça. Parce que dans ces quelques instants, mais c'est une question de quoi ? 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas combien de minutes, mais c'est très simple. Vous regardez le cordon, si le cordon est foncé, c'est qu'il y a encore du sang qui passe. Et si le sang ne passe plus, le cordon devient blanchâtre. Donc si l'enfant va bien, évidemment, si l'enfant ne va pas bien, vous coupez le cordon, vous l'emmenez en réa tout de suite, en réanimation. Mais si l'enfant va bien, je vous en supplie, pistez votre équipe et empêchez-les de couper le cordon tant qu'il y a encore du sang qui passe, parce que vous allez priver le bébé de 500 à 1 litre de sang quand on voit le peu de sang qu'il y a dans un bébé. Et or, le problème, c'est que le cerveau est l'organe prioritaire qui a besoin d'oxygène. Donc ça veut dire que vous allez fusiller l'intelligence de votre enfant dès la naissance. Donc je vous en supplie, si l'enfant va bien, insistez là-dessus. Là, vous savez tout, vous avez déjà un bon truc. Il n'y en a pas d'autres ? Ah, il y en a plein d'autres. Alors juste brièvement, ton point de vue sur l'école, puisque quand Iné est d'accord, mais après il y a l'éducation aussi. Oui, c'est-à-dire que après, chacun fait ses choix, mais comme par hasard, les enseignants
font souvent le choix. Moi, je faisais partie d'un groupe de parents qui scolarisaient à la maison. Et vous voyez, donc, on s'était regroupés pour que nos enfants puissent être en contact les uns avec les autres, pour avoir un soutien juridique, aussi savoir comment faire au niveau administratif, pour partager entre nous, etc. Eh bien, dans ce groupe d'enfants scolarisés à la maison, il y avait quasiment que des profs comme parents. Et c'est vrai, si vous voulez, que le gavage de l'enfant par des milliers de connaissances dont il n'a pas besoin, c'est une des meilleures façons de tuer son intelligence. Justement, tu me donnais une citation tout à l'heure. Terrible celle-là. Ah non, mais tu peux nous la dire? Non, mais là, tu es méchant avec moi. Là. Oui, je disais que je suis tombée un jour sur cette citation qui dit « Si tu veux vaincre ton ennemi, éduque ses enfants ». Et c'est vrai que, si vous voulez, on est à l'époque où les enfants vivent en groupe. Donc déjà, vous, en tant que parent, vous aurez une influence minime sur les enfants. La plus grosse influence, ce sera celle de leur groupe d'âge. Donc ne perdez pas le peu de possibilités que vous avez d'être en contact avec eux. Moi, si vous voulez, moi, je ne me voyais pas revenir à la maison le soir crever et avoir un gamin qui me hurle dans les oreilles. Donc, je préférais vivre avec elle. Du coup, ma fille, on a fait ce choix ensemble. C'est-à-dire que je suis aussi, vous voyez, j'ai malheureusement quelques idées personnelles et parmi mes idées personnelles, de respecter l'enfant. Et donc, moi, je n'étais pas intéressée qu'elle aille à l'école. Elle n'était pas intéressée non plus, mais en permanence, on se consultait l'une l'autre. Et j'allais même lui faire visiter des écoles, on va dire, plus créatives, que je trouvais intéressantes. Mais toujours, elle me disait, non, écoute, moi, j'ai aucune envie d'avoir 30 gamins sur le dos toute la journée. Imagine-toi, est-ce que ça te plairait d'avoir 30 adultes sur le dos, même des amis, tout le temps? Moi, je veux vivre ma vie, faire mes trucs. Et du coup, elle rencontrait des enfants dans des activités comme elle suivait un cours de magie, un cours de bricolage, vous voyez. Et en fait, les enfants, on en rencontre tout le temps. Mais on a eu un très gros avantage, outre le bénéfice pour l'intelligence, bien sûr. On a eu un très gros avantage, c'est qu'un enfant qui a cette chance de vivre avec ses parents n'est pas raciste pour l'âge. C'est-à-dire qu'un enfant qui va à l'école, il va penser que tous les gamins qui ont un an de plus ou un an de moins ne sont pas fréquentables. Mais un enfant qui vit avec des gens de tous âges, eh bien, ma fille, par exemple, même si elle avait 4 ans, 5 ans, un bébé, elle le trouvait un interlocuteur valable. Un adulte de 50 ans était un interlocuteur valable. Elle était capable d'être en relation avec tout le monde. C'est un des avantages qu'on a eu, mais on en a eu plein d'autres. Et quand elle est allée à l'école, quand elle a choisi, je vous la fais courte, mais quand elle a choisi d'aller à l'école à 15 ans, au bout de quelques semaines, elle m'a dit « Maman, je sens que je deviens idiote ». Et je lui ai dit « Mais tu as raison ». C'est-à-dire que comme il fallait tout de suite se dépêcher pour recracher au prof ce qu'il avait dit, elle n'avait plus le temps de réfléchir. Tandis que quand elle était à la maison, mettons, elle se posait une question, elle allait prendre un livre, elle allait regarder sur Internet, vous voyez, elle cherchait par elle-même. Tandis que là, on leur donne, vous savez, c'est comme les canards avec le foie gras, quoi. On leur donne par l'entonnoir. Et il y a un effet très pernicieux, c'est qu'on les éduque à ne jamais écouter ce qu'ils ont envie de faire. Parce que c'est le moment de la géo, parce que c'est le moment de l'histoire. Et donc, si lui, à ce moment-là, il est en train de réfléchir au cours de français, on lui a parlé d'un truc qui l'intéresse, etc. Mais non, il ne peut pas réfléchir parce qu'il faut qu'il aille au suivant. Alors, vous savez, quand même, au départ, l'école, c'est aussi beaucoup un système de garderie. Mais on fait perdre beaucoup de temps. Moi, je sais que il y a longtemps, je connaissais des personnes comme ça qui avaient gardé leurs enfants avec eux. Et les enfants avaient 5-6 ans et les parents se sont procurés une vieille imprimerie avec les lettres, des petits cubes avec les lettres, tu vois. Eh bien, en 48 heures, les enfants connaissaient toutes leurs lettres. Donc pourquoi ils auraient passé des heures enfermés dans une pièce avec 30 collègues, quoi? Je veux dire, même avec 15 collègues, c'est inhumain. Ma fille avait raison, qu'elle disait « Maman, est-ce que toi, tu as envie d'avoir des gens sur le dos toute la journée ?» Ben non. Alors, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On va fermer cette parenthèse. Je reviens rapidement sur autre chose. On a beaucoup parlé en antenne sur ton amitié avec les germes. Ah oui. Alors, je suis une passionnée. Je suis pour le mouvement de réconciliation avec les germes. Non, vous savez, à un moment donné, j'ai eu pour voisine une biologiste. Donc, on a discuté germes. Et cette fille, à ma grande stupéfaction à l'époque, m'a dit, tu sais, il y a extrêmement peu de germes dangereux. Elle a dit, là où c'est dangereux, c'est quand une population de germes innocents,
va prendre trop de place par rapport à d'autres populations de germes. Donc elle a dit c'est une question d'écologie microbienne. Imaginez bien, je veux dire, des germes étrangers vont venir s'installer s'il y a à manger. Bon, si la nourriture dans votre corps est déjà mangée par des germes commensaux, des germes amis, des germes de l'environnement, il n'y aura pas de place pour les germes étrangers. Et moi j'ai toujours pratiqué ça avec mon enfant en réel, c'est-à-dire que jamais je ne l'ai embêté que des règles d'hygiène, elle a toujours couru pieds nus, elle a toujours mangé la pomme qui était tombée par terre, et même, je disais à ce cher Yvan, c'était très pratique parce que les rares fois que j'avais besoin de la garder, j'avais toujours de la place dans les crèches parce qu'il y avait des épidémies. C'était génial, ça libérait plein de place. Moi, je mettais la mienne tranquillement. Et voilà, elle a quand même survécu. Et plutôt bien. Et justement, parce qu'il y a une véritable obsession qui s'est installée. Mais, oui. Mais alors que vous savez que le comble, c'est que Pasteur lui-même, à la fin de sa vie, il a dit « Je me suis trompé ». Vous le savez, ça ? Pasteur, à la fin de sa vie, il a dit oh, « Je suis désolé, j'ai faux sur toute la ligne, je me suis complètement gouré. Les germes, c'est pas important, les germes ne sont rien, le terrain est tout », comme le disait mon ami Béchamp. Donc vous voyez que même le découvreur des germes, même le spécialiste des germes, il a dit « Je me suis trompé, c'est pas ça l'important ». Ouais. Parce qu'on voit de plus en plus de gens, par exemple dans le métro, qui font attention où ils mettent les mains ou qui ont des gels sur eux anti-germes, anti-microbes, etc. Ça fait marcher le commerce, c'est ça qui est bien. Ça fait vendre des crèmes, ça fait. Mais si vous voulez être en sécurité, sortez de ça. La seule façon dont vous puissiez être en sécurité, c'est d'être ami avec vos germes. Vous savez qu'on a beaucoup plus de germes que de cellules dans notre corps. Et à mon avis, on a beaucoup à découvrir sur les germes. Actuellement, on est en train de se focaliser sur le rôle qu'ils ont pour notre digestion dans nos intestins. Mais je pense qu'à l'avenir, on va découvrir qu'ils ont aussi un rôle pour le système endocrinien, nos hormones, etc. Je pense qu'on va découvrir leur rôle dans beaucoup plus de domaines que ça, à mon avis. Donc, vaut mieux s'entendre avec eux. Est-ce que toi, tu as une limite ? Est-ce qu'il y a quelque chose où là où tu te dis, bon, là, c'est vraiment trop, faut vraiment que je fasse attention. Est-ce que, je sais pas, tu as une limite ? Non. Non. Okay. No limits. No limits. Non, parce que l'expérience m'a montré. Je veux dire, si vous savez, c'est ce que je vous encourage à faire. Par exemple, ne pensez pas que je cherche à vous convaincre. Alors moi, j'ai une très belle définition pour convaincre. Tu la veux ? Vas-y. C'est vaincre de façon con. Je ne cherche à convaincre personne. Je vous donne seulement des éléments et après, à vous de faire votre expérience. À vous de tester, de rejeter 99% ou 100% de mon expérience. C'est tout. Si la vôtre est à l'inverse, c'est juste... Je vous partage simplement une expérience vécue parmi d'autres, une vie parmi d'autres, c'est tout. Après, c'est à chacun à voir midi à sa porte, comme on dit. Alors, je passe du coq à l'âne, mais le fil rouge, on va dire que c'est le bouquin. Ça va, j'aime bien les coqs. Non, j'aime pas trop les coqs. Mais les ânes, oui. Les ânes, oui. On a fait la partie survie. Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent quand même se préparer un peu ? On sent qu'il y a peut-être des tensions au niveau de la société, que ça peut peut-être dérailler. Voilà. Quel conseil, selon toi, Dans quel domaine ? Dans quel domaine ? Dans quel domaine ? Dans le domaine santé, par exemple, ou dans le domaine manger, dans le domaine boire on peut faire les trois. On va dire pour toi l'essentiel. L'essentiel, apprendre à jeûner. D'accord. Alors moi je dis textuellement, le jeûne, on ne peut pas en faire l'économie. Je n'arrête pas de rencontrer des gens qui disent mais je comprends pas, j'ai une alimentation hyper saine, je fume pas, je bois pas et j'ai telle maladie. Et je leur dis mais est-ce que vous avez jeûné ? Ah non. Or, le jeûne, c'est normal. Par exemple, nous, on a un moment de soudure. Là, vous savez, quand on a fini tous les produits de l'été, là, qu'on est déjà dans l'hiver et que le printemps n'a pas encore poussé. On a un moment naturel où il n'y a pas à manger. Je veux dire, par exemple, une chose qui m'a frappée, les lions. Vous savez, les lions, quand ils sont en période de rut, c'est la dame qui mène la danse. C'est la lionne qui mène la danse. Et le pauvre gars, il va la suivre pendant 15 jours, 3 semaines sans manger. Donc au moment où il a besoin du plus de force possible pour saillir, pour reproduire, pour séduire sa dame, il s'arrête de manger. Donc on ne peut pas en faire l'économie. Et en revanche, à l'inverse, si vous vous mettez au jeûne, vous aurez d'excellentes surprises. Par exemple, de mon expérience, les rhumatismes disparaissent très rapidement.
Alors moi-même, j'avais du rhumatisme dès l'âge de 4 ans, donc je suis payée pour savoir que ça marche. Et ma mère âgée avait vraiment carrément une polyarthrite rhumatoïde. Et franchement, je vous dis, apprenez à jeûner. Et même en plus, vous ne saurez jouir de l'alimentation que quand vous aurez jeûné. Moi qui ai bien l'habitude du jeûne, pour moi maintenant, manger n'est... Le seul intérêt de manger maintenant, c'est le plaisir. Je vais avoir un plaisir intense en mangeant une banane. Vous voyez, mais évidemment, on mange tellement que le corps est saturé et il enlève le goût des aliments parce qu'il nous dit « arrête !» Est-ce que bio, pas bio, tu fais attention? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors si tu veux, bien sûr qu'un truc bio, il va être quand même intoxiqué à 15% par exemple. Mais moi, je préfère intoxiquer à 15 qu'à 80 entre les deux. Voilà. C'est un faux problème de dire qu'il aura toujours des pesticides. Bien sûr qu'il en aura toujours. Il y en a dans l'air, il y en a partout. Comment vous l'évitez? Et nous, c'est pareil. Si on devrait s'arrêter de respirer si on voulait plus se contaminer. Oui, c'est sûr que le meilleur moyen, de toute façon, d'arrêter de prendre des risques, c'est de mourir. Hein. De toute façon, on ne peut pas vivre sans en prendre. Qui disait la vie est une maladie mortelle? C'est ça. Oui, je ne sais plus non plus, mais ouais. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que tu te sens de parler un peu d'argile? Pourquoi pas, on peut en parler un petit peu. Alors bon, évidemment, l'argile, moi j'ai connu ça quand j'avais une vingtaine d'années, et donc, comme tout, j'ai testé. Et puis, donc, c'est ce que je vous invite à faire. Surtout, ne vous laissez pas convaincre, surtout tester. Alors, pour les gens qui veulent commencer, il y a un livre qui est très ancien et qui est très bien, qui vraiment il faut avoir dans son armoire à pharmacie, à côté du mien, qui s'appelle L'argile qui guérit, par Monsieur Dextrait, D-E-X-T-R-E-I-T. L'argile qui guérit. L'édition, vous en foutez. Vous allez dans la première librairie, vous demandez qu'on vous commande L'argile qui guérit de Monsieur Dextrait. C'est un livre très ancien, mais super. Mais attention, il y a 2 précautions d'emploi avec ce livre. C'est que c'est pour l'usage externe. Sur l'usage interne, il ne connaît pas grand-chose. Je connais très bien Dextrait et je continue à collaborer avec sa famille. Dextrait est décédé maintenant, le Raymond Dextrait. Vous pouvez voir sa fille sur YouTube, Micheline Grosjean Dextrait. Elle a fait un témoignage sur YouTube. Donc pour l'usage externe, alors évidemment, vous avez bien vu, moi j'expérimente tout sur moi. Donc j'ai expérimenté les protocoles de Dextrait et on va dire que je les ai modernisés. C'est-à-dire que là où on avait un résultat en plusieurs heures, moi j'essaie d'avoir un résultat en une demi-heure, tu vois. Je veux dire donc j'ai potentialisé les protocoles, je les ai rendus plus rapides, mais sur la base, c'est vraiment la Bible de départ. Hein. Il ne faut pas commencer l'argile sans ça. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, il va à la racine du problème. Par exemple, vous avez mal au cervical. Il va vous expliquer qu'en fait, les cervicales ont un lien réflexe avec le foie et que peut-être que si vous dégagez un petit peu votre foie, vous auriez aussi des résultats sur le dos, en particulier les cervicales. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va chercher la cause. Par exemple, si vous avez des otites, il faut peut-être voir s'il n'y a pas un abus de consommation de sucre, vous voyez. Donc, il va non seulement vous dire comment arrêter votre otite une fois qu'elle a démarré, mais il va vous aider à réfléchir sur pourquoi vous avez fait une otite. C'est pour ça que c'est un livre merveilleux. Il n'a pas son égal. Il n'a pas son égal. Il faut vraiment l'avoir. Donc l'argile, on a parlé un peu en antenne, oui. Et c'est le sujet de d'un de tes stages. C'est-à-dire que, écoute, c'est quand même super parce que d'abord, moi si vous voulez, pour moi, je juge un médicament sur plusieurs critères. Je juge d'abord sur son efficacité. Je juge sur sa conservation. Bon, par exemple, malheureusement, si j'ai des antibiotiques dans mon sac avec 100% d'humidité, comme on a parfois en Indonésie, et avec 40 degrés à l'ombre, j'ai peur qu'ils ne survivent pas longtemps. Et vous voyez, donc, pour moi, donc, il y a l'efficacité, il y a la conservation, donc comment ça réagit au froid, au chaud et au temps. Et puis, il y a la polyvalence, c'est-à-dire que tant qu'à faire, j'aime autant avoir un produit qui me fait 10 choses plutôt que 10 produits dans mon sac. En plus, maintenant, avec les avions low cost, on ne peut plus emmener que 20 kilos. Donc, il vaut mieux avoir un produit que 10. Voilà. Donc, la polyvalence. Et le dernier critère, c'est la sûreté. C'est-à-dire la sûreté, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des risques d'effets secondaires ou pas. Moi, je choisis les remèdes qui ont le moins d'effets secondaires possible.
au niveau de l'endroit où on se procure l'argile, est-ce que tu vas directement te fournir, par exemple, en nature, ou tu vas dans les magasins Moi, je vais dans les magasins quand je suis en Europe, parce qu'il y a des magasins avec de l'argile qui est supposée être testée régulièrement, c'est-à-dire, par exemple, de ne pas prendre une argile dans un endroit contaminé par des déchets d'usine, par exemple. Hein. Donc, elle est vérifiée sur le plan composition, sur le plan métaux lourds, sur le plan bactériologique, normalement, et sur le plan minéralogique. Mais évidemment, quand je fais des missions, l'idée, c'est justement de prendre des argiles locales, puisque mon travail, c'est d'aider les gens qui n'ont pas d'argent. Donc les gens qui n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas aller acheter l'argile en magasin. Eux, il faut qu'ils aillent à la colline d'à côté. Donc on fait des collaborations avec des géologues pour sélectionner des argiles locales à moins de 30 km à pied, parce que moi, je travaille pour les gens qui n'ont pas de voiture ni de mobilette. Donc j'ai des géologues bénévoles qui viennent m'aider à sélectionner des argiles sûres, efficaces. Donc évidemment, moi je m'y connais en minéralogie, j'ai pas le choix, j'ai bien dû m'y mettre. Mais donc j'ai certains critères par rapport aux structures d'argile que je recherche, etc. Et donc oui. Parce que l'argile, en fait, absorbe différents... parce que tu me dis, tu les testes, par exemple, pour les métaux lourds, etc. Oui. L'argile, en fait, absorbe, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'elle peut être contaminée. Mais une argile, en fait, comment te dire ? Mettons, tu as un gisement comme ça, tu vois, qui est épais comme ça, le gisement. Eh bien, la contamination va être juste sur le dessus. Parce que l'argile, elle attrape tellement les poisons qu'ils vont tous être concentrés dans les 10 premiers centimètres. Donc déjà, une règle, si un jour vous êtes en situation de survie, que vous devez vous procurer par vous-même des argiles dans la nature, la première règle, c'est, moi je dis, 50 cm en dessous des failles de sécheresse. C'est-à-dire que si vous avez des failles qui creusent 1 mètre, vous prenez 1,50 m en dessous. C'est-à-dire éviter le dessus. De même que si vous avez de l'argile qui est un banc d'une rivière, donc qui est vertical, vous enlevez les 10 premiers centimètres. Hein. D'accord. Mais en Europe, on a la chance d'en avoir au magasin, donc pourquoi s'en priver ? Et tu as vu des tribus ou d'autres sociétés utiliser l'argile ? Mais toutes. Hein, je veux dire, tout le monde l'utilise. Je veux dire, alors, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, c'est un usage qui, comme tous les usages traditionnels, est en train de se perdre. Donc, par exemple, là, j'ai envoyé une mission en Malaisie il n'y a pas longtemps pour interroger les gens de 60 ans. Mais les jeunes, ils ont rejeté tout ça. Et c'est dommage parce que comme médecine d'urgence, c'est quand même absolument faramineux. Hein. Faramineux. Ouais, et donc, non seulement tous les peuples humains l'utilisent, quasiment, hein, je veux dire, c'est exceptionnel un peuple qui ne l'utilise pas, mais en plus tous les animaux. C'est-à-dire que mon chien, par exemple, il est allé éventrer le plastique d'un sac d'argile pour pouvoir manger l'argile qui était dedans. Je veux dire, les oiseaux en mangent, les serpents en mangent, tout le monde. Tout le monde, vraiment tout le monde, quoi. Ouais. Alors je te propose, Jade, qu'on aborde la deuxième page promotionnelle et qu'ensuite on accueille les auditeurs qui pourraient te poser des questions. Ça marche ? Avec nous aujourd'hui, Jade Allègre. Vous pouvez la retrouver sur son site internet jade-allègre.com. Jade, J-A-D-E, le tiré du 6, le petit tiré, Allègre, A-2-L-E-G-R-E.com, jade-allègre.com. 2 ateliers qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent. Le premier, le samedi 25 juin, de 14h à 18h. Sur les techniques de survie, donc boire, manger, se soigner en autonomie, dans des situations d'urgence, en voyage. Ça, c'est le premier atelier. Le deuxième, le dimanche 26 juin, de 14h à 18h, sur les différents types d'argile, à quoi ça sert, comment s'en servir, comment les reconnaître. Également une dégustation qui aura lieu. D'ailleurs, question que je t'ai pas posée, ces ateliers, ils auront lieu où ? Oui, alors en fait, écoute, je crois que c'est dans le 12e à Barré. Alors attends, l'adresse, oui, c'est rue Vitruve, dans le 20e. Tu vois, c'est pas 12e, c'est 20e. Porte de Bagnolet. Métro porte de Bagnolet. Autrefois, il y avait une très belle école alternative rue Vitruve, très connue. Ouais.
Donc voilà, ces 2 ateliers qui auront lieu donc le samedi 25 juin et le dimanche 26, sachant que vous n'êtes pas obligé d'aller aux 2, vous pouvez venir à l'un et pas à l'autre. Et également, Jade vous donne la possibilité de la contacter pour des cours accélérés, en particulier d'1 heure, on va dire, pour vous mettre à jour si vous devez partir sous peu à l'étranger, dans des endroits où vous n'êtes pas sûr de pouvoir être en pleine possession de vos moyens. Je crois que j'ai tout dit, à moins que tu tout, absolument tout. C'est bon. Eh bien, fin de ce Bravo. fin de ce 2e espace promotionnel. Alors, auditeurs et auditrices, vous avez la possibilité d'appeler dès maintenant au 08 92 23 95 20 pour poser vos questions donc à Jade Allègre qui est avec nous cet après-midi dans les locaux de la radio. Je redonne le numéro du standard, le 08 92 23 95 20. Il nous reste une demi-heure d'antenne, donc n'attendez pas la dernière minute pour appeler. Faites-le dès maintenant. Eh bien, pour cette dernière demi-heure, en attendant les appels des auditeurs, est-ce qu'il y a un point en particulier que tu souhaiterais aborder ou développer ? Non, je voudrais juste insister sur le fait que ne prenez pas tout cru, ni même tout cuit, ce que je vous dis. Écoutez, tendez l'oreille, et après ça, faites vos recherches, faites vos essais. Chaque individu est différent. Et faites confiance aussi aux médecins, parce que c'est vrai qu'ils sont de bonne volonté. Le seul problème, je vous disais, c'est que malheureusement, souvent, l'information qu'ils ont reçue eux-mêmes au départ est un peu trop tronquée, mais ils font ce qu'ils peuvent. Alors, nous avons Jacqueline avec nous. Et Jacqueline, bonjour à toi. Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette émission, parce que c'est vraiment passionnant. Et je voudrais poser une question à Jade Allègre. Je voudrais lui demander qu'est-ce qu'elle pense de l'argent colloïdal. Alors là, je vais vous répondre tout de suite, je ne connais pas assez. Alors pourquoi je ne connais pas assez ? Parce que c'est vrai que, si vous voulez, avec l'argile, j'ai tellement de réponses sur tout, que comme je vous disais, sur pratiquement tout, donc je n'ai pas eu besoin d'autres ressources. Donc peut-être que vous êtes arrivé à la même chose avec l'argent colloïdal, c'est-à-dire que ça vous a donné des réponses dans beaucoup de solutions et du coup vous n'avez pas eu besoin d'autres compléments. Non, parce que moi en fait j'étais une adepte de l'argile comme vous. Oui. J'ai connu, c'est un peu pas aussi poussé que vous, mais je me jetais sur l'argile quand j'avais un problème. Mais il s'est trouvé que j'ai eu des absédentaires qui ont résisté à l'argile et qui ont cédé à l'argent colloïdal. Et c'est intéressant. Que j'ai trouvé par moi-même sur Internet, à force de chercher. Alors, par exemple, dans quelle indication ? Je ne suis pas sûre du tout, quoi. Enfin, je connais... Bon, là, il y a un résultat, mais je me demandais si vous aviez des informations là-dessus. C'est très difficile d'en avoir. Mais vous disiez, vous pouvez demander à Michel Dogna, c'est un grand spécialiste. Mais vous avez eu de bons résultats dans quelles affections, si je peux vous demander ? Je sais que ce n'est pas nécessairement vous, c'est peut-être des gens que vous avez conseillés. Des absédentaires. Ah, des absédentaires, d'accord. Oui, pourquoi ? C'est parce que je vais vous dire, d'extrait dans son livre, comme je vous disais, j'ai modernisé et j'ai amélioré les protocoles. D'extrait pour les absédentaires faisait une application sur la joue. Moi, j'ai essayé, j'ai vu que c'était pas suffisant et du coup j'ai mis au point un traitement où en fait on met l'argile à l'intérieur de la bouche et là on a de très bons résultats. Mais pourquoi pas l'argent colloïdal ? Moi je suis tout à fait ouverte. Vous m'avez demandé de regarder, vous avez dit demander à Michel Dogna, D-O-G-N-A. Ah oui, d'accord. Voilà, vous allez taper sur internet, vous allez trouver tout de suite. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir, Jacqueline. Voilà, Jacqueline. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Et nous accueillons Janine. Janine ? Oui, bonjour Madame Allègre. Bonjour Janine. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Et je viens justement cet après-midi de chez un ophtalmo. J'ai l'œil gauche qui a peu de vision et l'opération, ça paraît même difficile, la cataracte étant très vieille et très ancienne.
Alors moi, je n'ai pas d'autre désir que de conserver mon œil dans l'état où il est, mais la cataracte va s'augmenter et un jour, je ne verrai plus de cet œil. Alors, madame, est-ce que vous avez déjà jeûné ? Première question. Non, pas non. Vraiment. Alors mais déjà, 85 ans. Oui, mais c'est pas une raison. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors moi, ce que je ferais, si j'étais vous, hein, j'ai pas encore 85, mais ce que je ferais sans hésiter, si j'étais vous, c'est que je ferais ce qu'on appelle une monodiète, c'est-à-dire que un jour par semaine, vous allez choisir un fruit ou un légume que vous adorez. Qu'est-ce que vous adorez comme fruit, par exemple ? Il y en a aucun ? Les pêches, mais c'est pas en saison, les pêches, les fraises. Mais justement, attendez la saison. Et quand ça sera la saison des fraises ou des pêches, enfin d'un aliment que vous adorez, vous faites une monodiète, c'est-à-dire que vous passez 24 heures où vous ne vous nourrissez que de cet aliment. Ça fera déjà une bonne épuration de votre corps. Et évidemment, bien sûr, et en externe, prenez votre livre de Dextrait dont je parlais tout à l'heure, et l'argile, voilà, et faites des applications. Moi, ce que je fais quand c'est des problèmes long terme, vous voyez, comme une cataracte, ce que je trouve assez pratique, c'est de le mettre pour dormir. Alors évidemment, les deux yeux, ça ne serait pas commode pour dormir. De toute façon, il n'y a qu'un œil que vous voulez soigner. L'œil droit est très bon. Voilà. Voilà, donc c'est curieux, c'est parce que vous avez eu un accident à votre œil gauche quand vous étiez petite ou quelque chose ? Mais non, à 12 ans, mes parents m'ont conduit chez un ophtalmo et on m'a mis des lunettes, je louchais. Je ne sais toujours pas pourquoi. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi celui-là va pas bien. Enfin, de toute façon, même sans savoir pourquoi, de toute façon, il n'y a pas de danger à faire des applications si vous respectez bien votre Dextrait. Hein, voilà. Mais surtout, pensez à jeûner parce que vous avez l'air en pleine forme. Hein. Votre voix est très bien, très posée, mais on peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux. Voilà, donc pensez aux monodiètes. Hein. Je me fais des j'avais 30 kilos d'argilette. Je peux faire ces cataplasmes-là ? Tout à fait. Mais regardez bien dans votre Dextrait pour le protocole. Hein. Je ne sais plus où il est. Ah bon. Ah ben vous en rachetez un. C'est pas grave, si vous retrouvez l'ancien, vous le ferez. En 2 mois, vous ne pouvez pas. En 2 mots, vous pouvez pas me dire comment faire. Ah, je crois que j'ai déjà passé beaucoup de temps avec vous. Il faut laisser de la place pour les autres. Très bien. Très bien, madame. Voilà, Janine. Merci infiniment. Merci, Janine. Au revoir, bonne soirée. Concernant la monodiète, on peut faire ça avec n'importe quel aliment ? Alors, pas avec du Baileys. Pas avec le chocolat noir. Vous savez que le chocolat noir peut tuer votre chien et votre chat, hein, sans parler du lapin et du rat, hein, évidemment. C'est absolument contre-indiqué chez le rat. Avec une plaquette de chocolat noir, vous tuez le chat, et avec 2, vous tuez le chien. C'est très toxique, le chocolat. Il en faut combien pour tuer un être humain ? Ah, ça, faudrait s'enseigner, ça peut être intéressant. Tu fais un cadeau pour Noël, un petit package. Donc, qu'est-ce qu'on était du coup ? Je ne sais plus ton sujet, c'était concernant la monodiète. Ah, la monodiète, oui. Alors, les monodiètes, non, ça se fait avec un aliment à l'état naturel. Donc le bélé, il n'est pas à l'état naturel. Hein. Donc le chocolat non plus, parce que je vous assure que si vous le mangez sur l'arbre, vous arrêteriez vite. Hein. Donc à l'état naturel. Et en revanche, il faut pas hésiter à en manger beaucoup si on a envie d'en manger beaucoup. Mais un seul aliment, hein, mono. Et on peut faire plusieurs jours de monodiète. Mais déjà, pour des personnes âgées, déjà une journée, c'est déjà magnifique. Et mes parents, lorsqu'ils étaient âgés, ils s'y sont mis. Et donc ma maman avait choisi le brugnon. Mon père avait choisi les oranges. Vous voyez, il faut vraiment choisir celui qu'on aime. Parce que si vous l'aimez, c'est qu'il y a sans doute un appel de votre corps pour cet aliment. Parce que là, tu nous parles essentiellement de fruits, mais... Mais tu peux faire une monodiète au poireau, par exemple. C'est très bien pour les reins. Alors je redonne le numéro du standard, le 08 92 23 95 20. N'attendez pas la dernière minute, puisque ça arrive assez souvent. Appelez dès maintenant. On a encore Jade Allègre avec nous pour une vingtaine de minutes. Profitez-en. Le 08 92 23 95 20. Si tu souhaites, en attendant, les auditeurs prolonger un point qu'on a déjà évoqué. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Non, c'est vrai que je reviens tout le temps. Ça change tout. Moi, maintenant, je te dis, je ne mange plus par faim. Je mange par plaisir, quoi. Qu'est-ce que mon corps a envie ? Quand vous tombez dans l'envie du corps, mais évidemment, ceux qui m'entendent, si vous jeûnez pas, vous n'avez pas d'envie vraie. Donc, vous trouvez plus de goût ni de plaisir à manger. C'est vraiment dommage. C'est un des grands plaisirs de la vie, hein, quand même.
08 92 23 95 20. Et justement, oui, ce plaisir qu'on prend à manger, je te le disais, hein, moi-même, oui. J'en ai pas énormément. Enfin, disons que je fais plus les choses de façon mentale que l'instinct. Et tu m'expliquais que justement le jeûne, peut-être aussi l'argile, permettait en quelque sorte de retrouver ton instinct. De retrouver l'instinct. Toi, par exemple, je veux dire, il y a des chances que si tu écoutais ton instinct, par exemple, oui, en effet, boire beaucoup d'eau, toi, dans ton genre de corps, faire du sport, crucial dans ton genre de corps. Alors que tu vois, dans le mien, non. Dans le mien, c'est bien de faire du sport, c'est bien pour tout le monde, mais dans le mien, c'est pas une priorité, tu vois. Et tu vois, certains corps, quand on est fatigué, certains corps, il faut se reposer, et d'autres corps, au contraire, il ne faut pas se reposer du tout, il faut aller faire du sport, tu vois. J'en fais déjà beaucoup, mais... Ah, c'est vrai, ouais. C'est bien, c'est bien. Je te demande quoi, je suis curieuse, hein. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je ne suis pas sûre que ça intéresse les auditeurs. Non, si, c'est important. Pour le sport comme pour le reste, il faut choisir celui que vous aimez, hein. Faut surtout pas se dire bon c'est la salle à côté de moi alors je prends, ça me barbe mais je vais prendre quand même. Non, prenez ce que vous aimez et on peut faire progresser son corps en devenant champion de ping-pong, hein. C'est pas obligé de faire du sport de combat, hein. En tout cas, voilà ce que si on pouvait peut-être résumer ton message, c'est vraiment s'écouter soi finalement. Voilà, retrouvez-vous. Retrouver soi. Retrouvez-vous parce que et pareil, moi mon enfant, je l'ai toujours écouté physiquement. Je vous prends un exemple. Vous avez un genre de corps qui a froid le matin, mais il se trouve que votre enfant, il a le corps inverse. Il a le corps qui a trop chaud le matin. Et alors vous allez lui dire ah mais il fait froid, faut que tu mettes un pull, alors que lui il étouffe déjà. Moi, j'ai vu ma fille qui avait le corps opposé au mien. J'ai vu ma fille un jour arriver dans une maison de campagne absolument glacée, trempée d'humidité. Elle avait un pull et elle me dit « Maman, je veux me mettre torse nu ». Or, elle avait froid. J'ai accepté. Et bien, quelques minutes plus tard, son corps était bouillant. Vous voyez, les enfants ont souvent besoin de sentir l'air sur la peau. Donc, faites confiance à l'enfant. Et de même, si je pense qu'elle a trop chaud et que qu'elle est encore très petite, je peux faire le signe. Vous voyez, commencer à faire semblant que je lui enlève le pull. Et si elle accroche les bras pour le garder, je lui obéis. Oui, désolé pour le petit blanc, le standard en même temps, c'est pas forcément évident. Alors il y a une auditrice qui est là, qui s'appelle Eva, juste avant de l'accueillir. Moi, par exemple, j'ai toujours, je suis désolé, je parle beaucoup de moi. Mais c'est très bien, c'est vivant comme ça. J'ai toujours chaud. J'ai passé tout l'hiver en t-shirt. C'est normal. Et on m'a fait la remarque, mais c'est pas possible, tu dois avoir un problème. Non, c'est le contraire. Je le vis bien. C'est le contraire. Et je vous dis, cet enfant, quoi, qui avait le corps froid, qui fait enlever son pull et qui après se réchauffe. Non, écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Par exemple, quand vous lisez un livre, mettons vous allez lire Hippocrate, et Hippocrate va vous dire c'est mieux de faire l'exercice le matin. Alors vous obéissez, alors qu'en fait vous avez le corps qui est tout à fait différent de celui d'Hippocrate, et pour vous c'est le soir qu'il faut faire l'exercice. Donc méfiez-vous des livres, parce que la seule chose que vous dit le livre, si Hippocrate me dit il faut faire l'exercice le matin, eh bien je sais quel genre de corps a Hippocrate. Mais ça ne veut pas dire que ça va convenir au mien. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tout tester soi-même, toujours. Alors nous avons Eva et Monique, on va écouter Eva en premier puisqu'elle a appelé avant. Eva, bonjour à toi. Bonjour Eva. Eva. Oui, c'est moi. Bonjour. Je vous écoute attentivement parce que j'ai un énorme problème qui me rend malade. Qu'est-ce que vous proposez? Oh là là, je bégaye. Contre les acouphènes. Ah ça, malheureusement, je n'ai pas de solution. Vous voyez, il y a des trucs où j'ai pas encore trouvé. Moi, je sais que si j'avais ça, Madame, écoutez-moi bien. Si j'avais ça, ce que je testerais, c'est l'élixir du suédois. Vous allez trouver ça en pharmacie, élixir du suédois. Vous le mettez coupé d'eau, c'est-à-dire moitié élixir du suédois, moitié eau. Et normalement, pour protéger le conduit de l'oreille, parce que vous pourrez le mettre donc dans l'oreille, dans le conduit de l'oreille, mais pour protéger le conduit de l'oreille, avant, il faut le graisser avec un petit peu d'huile de table ou avec de l'huile d'amande douce, enfin comme vous voulez. Et après ça, vous mettez votre tampon avec moitié élixir du suédois. Si vous voulez, élixir du suédois. Voilà, c'est un très bon produit, très ancien à base de plantes.
Moi, c'est ce que j'essaierais. Et l'autre chose que j'essaierais, c'est de m'endormir le plus souvent possible en ayant mis de l'argile en pâte derrière le pavillon de l'oreille. Alors là, attention, pas du tout dans le conduit, hein, uniquement derrière le pavillon de l'oreille. Moi, c'est les deux choses que j'essaierais, mais comme je n'ai pas de recul, je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas. Bon, mais j'ai déjà essayé ça. Merci infiniment. Ok, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et nous accueillons Monique. Bonsoir. Bonjour Monique. Je voudrais savoir s'il est possible de mettre de l'argile sur un poignet cassé où il y a 3 broches et une plaque. Alors bon, faut pas oublier que normalement, broches et plaques, ils les ont accrochées, hein, ils les ont pas mis comme ça en libre dans votre articulation. Donc, il y a combien de temps? Le 11 avril. Ah oui, c'est tout récent. Alors, moi, j'ai tendance à dire aux gens de ne pas se précipiter sur l'argile après une opération, pour une raison très simple, c'est que même quand mes confrères ont la plus grande rigueur, il y a toujours quand même un petit peu de saleté qui sont mis à l'intérieur lorsqu'on ouvre, hein, même si on fait extrêmement attention. Le problème, c'est que l'argile est très radicale. Donc, si vous l'appliquez, elle va vouloir absolument faire sauter les poings pour faire sortir ce qu'il y a d'infection à l'intérieur. Alors évidemment, c'est dans une bonne intention, mais du coup, elle risque de vous faire une cicatrice beaucoup moins belle quand ça va se refermer. Donc moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que attendez un mois avant d'utiliser l'argile, comme ça la peau sera tout à fait ressoudée et vous pourrez améliorer localement tout en ne prenant pas de risque. Parce que j'ai déjà commencé, donc. Oui, mais après, c'est votre vie, encore une fois. Si vous m'avez bien écouté... Il m'a dit que je pouvais en mettre, mais bon, c'est vrai que j'étais un peu quand même en questionnement par rapport à ça. Mais c'est votre vie, Monique, donc il n'y a que vous qui savez. Hein. À vous de tester, à vous de faire vos essais, et à vous surtout de retrouver votre instinct et de voir ce que vous dit votre corps. D'accord. Ok ? Ok. Et pour une algoneurodystrophie? Alors là, l'argile, hein, bien sûr. Hein. L'argile, il y a deux choses. Il y a l'argile, bien sûr. Par exemple, vous endormez avec une application d'argile, hein, suivant bien le livre de Monsieur Dextrait. Et l'autre chose que je ferais, c'est des bains alternés très chauds, très froids. C'est-à-dire 2 bassines, une avec de l'eau brûlante à la limite du supportable et une autre avec des glaçons. Et vous mettez quelques secondes dans l'eau très froide. Et puis, par exemple, je sais pas moi, 5 secondes dans l'eau très froide et puis 10 secondes dans l'eau chaude. Puis vous revenez dans l'eau très froide. Vous faites un massage circulatoire grâce à la différence de température. Ok. Voilà, ça vous fera pas de mal en tout cas. Voilà Monique. Merci beaucoup. Merci Monique. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous avons Daniel. Ah, un garçon? Effectivement. Ah ben c'est bien, je me disais que ça manquait les garçons quand même. Daniel. Eh ben, mais voilà alors. Bonjour Daniel. Bonjour Radio Ici et Maintenant. Bonjour Madame Jade. Oui, bonjour. Vous avez, au début de l'émission, vous avez évoqué l'eau de la Seine. Oui. Vous pourriez m'en dire un peu plus, boire l'eau de la Seine? Non. Ah, bon. Non, parce que ce serait trop long à expliquer. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que en situation d'urgence, on puisse utiliser des eaux qui, normalement, ne sont pas consommables. Mais je ne peux pas donner ce protocole au téléphone, ça serait trop hasardeux, parce qu'il y aurait des choses à vous expliquer. Moi, je pensais qu'en y mettant de l'argile, on pourrait la nettoyer. Non, monsieur, c'est pas suffisant. Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain, sur une radio en quelques minutes. Bon, merci. Merci Daniel. Et bonne soirée à vous. Au revoir Daniel. Au revoir. Oui, pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, là, ce n'est qu'une ébauche. On n'a pas le temps de tout dire. Tout à fait. Donc, ils peuvent bien te contacter directement ou venir aux ateliers qui auront lieu. Voilà, parce que là, on a 4 heures, on a le temps quand même. Concernant les ateliers, je vois par exemple que faire si les aliments sont souillés, moisis, contaminés. Oui, justement. Donc tout ça, je ne peux pas le dire en 2 minutes parce que ce serait trop hasardeux. Il faut que je puisse expliquer. Ça, c'est trop long à vous expliquer. Mais disons, moi, si vous voulez, comme je vous disais, quand je fais des missions, je mange avec les gens. Donc ça veut dire que quand j'étais chez les Indiens Quiché au Guatemala, ça veut dire que la récolte avait été mauvaise. Ça veut dire que le maïs était à moitié moisi. Le maïs était vraiment pas de bonne qualité. Mais justement, donc, j'utilise un certain nombre de trucs pour... Et vous voyez, c'est merveilleux parce que mes collègues, par exemple, de Médecins du Monde,
ils sont tout à fait dans un contexte différent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une maison propre, ils ont un cuisinier propre, ils ont propre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire un cuisinier qui est spécifique pour eux et qui fait attention à l'hygiène. Et donc, ils sont dans des conditions tout à fait différentes. Et moi, ce que j'aime avec tous les trucs que j'ai appris en circulant sur la planète, c'est que je peux partager avec les gens, je peux vivre avec eux, je peux manger avec eux, je peux boire avec eux, je peux dormir avec eux. Alors, justement, chez les Indiens Kitché, le problème, c'est qu'ils sont tellement adorables qu'ils vous donnent le lit, ils vont dormir par terre. Sauf que le lit, il n'est pas tout à fait vide. C'est-à-dire qu'il y avait des milliers de puces dans le lit. Donc, quelquefois, on se retrouve à partager avec des habitants qu'on n'a pas prévus. Je reviens sur ces histoires de froid, de chaud, de notre ressenti à chacun. Oui. Quand les gens me demandaient, par exemple, comment est-ce que j'avais fait pour passer tout l'hiver en t-shirt, j'avais tendance à conseiller de prendre une douche froide tous les matins. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut conseiller à tout le monde, ou encore une fois, il y a des types de corps? Parce qu'il y a des types de corps, et il y a des corps sur lesquels ce serait beaucoup trop violent. Mais votre corps à vous, oui, c'est parfait. Oui. Mais non, mais sur le mien, par exemple, ce serait une cata. Alors évidemment, bon, on peut s'entraîner à tout. Je veux dire, on peut faire un entraînement commando, c'est pas un problème. Je veux dire, le corps, il est capable d'apprendre tellement de choses. Mais je veux dire, moi, je suis pas tellement pour la violence, tu vois. Voilà, encore une fois, le téléphone qui sonne au bon moment. Nous avons Gilles avec nous. Gilles, bonsoir à toi. Ah, un garçon. Oui, bonsoir. Bonsoir Gilles. J'entends pas forcément très bien. J'ai appelé au sujet du jeûne. Oui. Moi, j'ai fait un jeûne de 6 jours et demi, là, début mai. C'était la première fois que je faisais aussi long. Bravo. Bon, la question... Oui, mais vous avez dit un jeûne ou vous avez dit au jus de légumes, ou j'ai mal entendu? Comment? Vous avez parlé de jeûne ou de jus de légumes? Non, de jeûne. Du jeûne à l'eau? Oui, jeûne à l'eau. D'accord, ok. 6 jours et demi. Oui. Donc, c'était la première fois que j'en faisais autant. Bon, la question, c'est que d'abord, moi, je suis à la limite, je suis pas limite maigreur, 1m73, 57 kilos. Donc, après 7 jours, 6 jours et demi, 7 jours, j'ai perdu 7 kilos, 1 kilo par jour. Oui, c'est ce qu'on perd d'habitude. J'étais à 50, donc bon, j'avais peur de m'envoler dans les courants d'air, mais j'ai arrêté. Donc la question, c'est jusqu'où on peut aller. Et bon, mon maître d'arts martiaux, un japonais, il fait ça depuis 30 ou 40 ans. Dans leur tradition shinto, ils jeûnent une semaine tous les ans. Donc bon. C'est pas mal, mais ça serait mieux de faire une semaine 4 fois par an. Une semaine, 4 fois par an? Ben oui, par exemple, nous qui avons 4 saisons, nos grands-mères savaient que... Moi, j'avais une grand-mère, quand on arrivait chez elle l'été, on avait tous le droit à la purge. Hein. C'était un peu dur. Mais je veux dire, mais elle avait raison. Je pense que, justement, les Asiatiques ont beaucoup insisté sur l'influence des saisons. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux à un changement de saison que de se faire une semaine de jeûne. Alors maintenant, une fois, pareil, le jeûne, on ne fait ce soir que de donner des pistes. Hein. Mais le jeûne, bien sûr, après, il faut étudier le jeûne, il faut étudier qu'est-ce qui se passe si on est en sous-poids, il faut étudier tout ça. Hein. Ça ne se dit pas en 3 minutes au téléphone sur une radio, même si une radio super. C'est plus complexe que ça. Mais ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est vous pouvez chercher des adresses de bonnes maisons de jeûne. Je sais qu'il y en a en Allemagne qui sont très réputées. Et vous la clinique, oui. Bircher, je ne sais pas comment elle s'appelle encore. Et donc, oui, vous avez le nom, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a de très réputés, et vous leur passez un coup de fil, vous demandez à parler à un des médecins conseils, et vous lui présentez votre souci. C'est le mieux. Mais enfin, je me demandais s'il y avait... Parce qu'il ne faut pas en faire une performance physique du genre... Ah mais moi je suis contre la performance. Non, je vous parle simplement de rendre le corps heureux, c'est tout. Hein. Pour rendre le corps heureux, il faut jeûner de temps en temps. Et le mental heureux aussi, hein. C'est-à-dire que quand vous avez le corps encombré, au niveau du mental, ça va donner de l'anxiété et de la dépression. Hein. Oui. Ah, mais après ce jeûne-là, c'est quand même une épreuve, un effort, mais après on se sent bien. Mais oui, on se sent tout léger. C'est ce que j'en ai retiré. Oui. Et ça résout effectivement beaucoup de choses. Alors Jean-Pierre Willem, un médecin bien connu, lui, il disait que normalement c'est 12 jours et que ça résout quasiment tout type de maladie. Mais bon. Non, c'est faux.
Je vais vous prendre l'exemple du cancer. Par exemple, le cancer ne réagit pas bien au jaune à l'eau. Il va réagir mieux à d'autres manipulations, mais le jaune à l'eau n'est pas une solution dans les cancers. Ça, faut le savoir, ça. Et même dans les cancers du sang, leucémie et autres. Alors bon, là c'est beaucoup plus facile à soigner, contrairement à ce que les gens pensent. Mais quand je vous passe de cancer d'organes, si vous voulez, cancer organique, franchement, moi j'ai assisté dans ces derniers jours une personne très connue qui venait de 40 jours de jeûne à l'eau. Et donc lui et sa femme ne comprenaient pas qu'ils sont en train de mourir. Et il avait des problèmes de cancer. Et moi je lui ai dit et répété que le jeûne à l'eau n'était pas un traitement, en tout cas pas de façon générale un traitement du cancer. Il faut le savoir. Hein. D'accord. Et sur les leucémies ou... Ça, je vous dis, c'est beaucoup plus facile à soigner. Il y a plein de solutions, mais je ne peux pas vous les dire au téléphone, sinon je me retrouve directement en procès. Même si je suis médecin. Vous savez que nous, les médecins, on est obligés de faire beaucoup plus attention à ce qu'on dit. Si je n'étais pas médecin, je pourrais me permettre des propos un peu aventuriers, mais en tant que professionnel, je suis obligée de me tenir à une certaine rigueur. Voilà, Gilles. Bon, merci, Gilles. Je serais peut-être amené à voir où on peut vous trouver. Oui, bon courage. Merci. Voilà, Gilles, au revoir. Au revoir. Et juste avant d'aborder le dernier espace promotionnel, une question très rapide. J'ai entendu dire que lorsque on mangeait plus que ce que le corps veut recevoir, on avait tendance à avoir le nez bouché. Je crois que ça va dépendre des corps aussi, là, tu sais. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on mange en trop, ça se transforme en graisse, hein, c'est-à-dire ça se met en stockage. Donc voilà. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens aussi me dire « Ah, mais j'ai beaucoup trop de cholestérol, mais je comprends pas, je mange rien de gras. » Certes, mais tout ce qu'on mange en trop se transforme en graisse. Il y a aussi une question de... Et puis, il faut réfléchir à la question du cholestérol, parce que vous savez que quand même, c'est la base de nos hormones sexuelles. Donc, il ne faut pas être trop méchant avec son cholestérol. Voilà, nous allons aborder le dernier espace promotionnel. Avec nous aujourd'hui, nous avions donc Jade Allègre. Vous pouvez la retrouver sur son site internet jade-allègre.com, J-A-D-E, le tiré du 6, donc le petit tiré, A-2-L-E-G-R-E.com, jade-allègre.com. 2 ateliers qui auront lieu dans les jours à venir. Le premier, le samedi 25 juin, de 14h à 18h, consacré aux techniques de survie, donc boire, manger, se soigner en autonomie dans des situations d'urgence, en voyage. Le deuxième atelier, le dimanche 26, donc le jour d'après, toujours de 14h à 18h, concernant cette fois-ci les différents types d'argile, comment s'en servir, et il y aura également une dégustation de différents types d'argile au cours de cet atelier. Donc ces 2 ateliers, donc du samedi 25 juin et du samedi 26 et du dimanche 26, pardon, auront lieu rue Vitruve dans le 20e arrondissement. Je suppose qu'on peut retrouver tous les renseignements sur le site, Jade. Oui, bien sûr. Oui. Et également, comme répété au cours de cette antenne, vous pouvez contacter Jade pour avoir des entretiens particuliers afin de préparer des voyages à faire prochainement. Bien voilà, Jade, merci d'être venue. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ça passe vite. On recommence. Mais écoute, je te laisse le mot de la fin, une petite conclusion, sachant que voilà, ça va se terminer d'ici quelques instants. C'est toi la conclusion. C'est à toi à la faire. Que dire, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout peut-être se retrouver soi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce message de ta part. Tu vois, t'es parfait. Merci Jade, et puis à une prochaine. Ok. Voilà, bonne soirée à tous. Merci Yvan. Il n'y a pas de quoi, merci à toi. Ouais. Et voilà, d'ici quelques instants, vous retrouvez donc l'émission qui a lieu hier soir avec Jean-Paul Bourg. Belle fin de soirée, enfin plutôt beau début de soirée à tous sur les ondes de 95.2 ici et maintenant.
magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici-et-maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT.